qu'à l'Amérique du Sud. Et donc, pour faire ça, on est un certain nombre de chercheurs à venir régulièrement travailler à Saint-Barth. Moi, c'est la première fois que je viens. Pourtant, j'ai déjà travaillé sur des échantillons de roches qui proviennent de Saint-Barth. Je m'appelle Philippe Munch, je suis professeur à l'Université de Montpellier. Et je suis rattaché à une unité scientifique qui s'appelle Géosciences Montpellier, qui a une particularité, c'est qu'elle est basée à Montpellier, Géosciences Montpellier, mais elle est aussi basée à Pointe-à-Pitre. Parce qu'on a une antenne à Pointe-à-Pitre, parce qu'on s'intéresse énormément à la géologie des Antilles, et que donc du coup on vient souvent, et on a des collègues qui font des séjours de plusieurs années à l'Université des Antilles, et il y a des collègues de l'Université des Antilles, par exemple Mélodie Philippon, qui est là aujourd'hui avec nous, qui était sur le terrain avec moi ces derniers jours, qui elle travaille à l'Université des Antilles, donc qui coordonne ce que nous faisons ensemble au niveau des Antilles. Dans ce projet-là, il y a des géologues, mais pas uniquement, il y a des paléontologues. On va parler d'animaux disparus, donc on a besoin de paléontologues. Et avec nous, au fond, là qui se cache, il y a Laurent Marivaux, qui est un spécialiste des rongeurs et des mammifères fossiles, qui nous a accompagnés, et vous allez voir pourquoi, je vais vous montrer une partie de son travail. Et je ne vais pas citer tous les autres scientifiques, là c'est ceux qui étaient avec nous, et en plus des scientifiques, de temps en temps on a besoin, on va dire, d'amateurs, c'est pas un mot péjoratif, on a besoin d'amateurs qui nous aident, parce qu'ils connaissent la région, ils connaissent, et donc là l'amateur qui nous a aidés, c'est notre ami Gilles, qui nous a guidés, vous allez voir, c'est pas la première fois qu'il m'emmène sur le terrain, mais c'est la première fois qu'il m'emmène sur le terrain à Saint-Barth, et donc grâce à toute cette équipe de gens-là, on peut travailler sur un énorme projet financé par l'Agence nationale de la recherche. Je dis énorme parce qu'il va durer 5 ans pour nous. C'est 5 ans de travail, 5 ans d'investissement. Et avant que ce projet ne se concrétise, ça m'a demandé 2 ans de travail pour créer le projet, le proposer aux instances, demander des financements. C'est une réponse à un appel d'offres comme n'importe quel artisan. Et en tant qu'artisan de la recherche, on fait ces projets, on les dépose. Et là, on a eu la chance d'être financé pour 5 années pour travailler depuis Trinidad jusqu'à Porto Rico. Donc, puisque je parle de géographie, voilà où on a travaillé, voilà pourquoi ce projet s'appelle GARA-Antilles. Parce que ça veut dire GARA c'est pour les grandes Antilles, AR c'est pour la rive d'Abbesse, et Antilles c'est pour les petites Antilles. Vous allez voir pourquoi les petites Antilles me sont chères dans le cadre de ce projet. Et donc, on va s'intéresser à la géologie donc, de Cuba, la Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico. Et ensuite, on va donc s'intéresser à toute la géologie des petites Antilles jusqu'à Trinidad et Tobago pour faire le lien avec l'Amérique du Sud. Vous allez voir pourquoi le lien avec l'Amérique du Sud est extrêmement important. Cette région-là, vous connaissez sans doute. Si vous ne connaissez pas, vous le dites à vos parents. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez poser une question, ça ne me gêne absolument pas. Elle est caractérisée par ce qu'on appelle une subduction. Une subduction, il y a Claudio, notre ami de l'Université de Rome, qui est là avec nous aussi, et c'est un spécialiste mondial de la subduction. Donc vous voyez qu'il y a des scientifiques de très grand renom qui s'intéressent à notre région, Et donc, cette subduction fait que la plaque Amérique du Nord et la plaque Amérique du Sud viennent passer sous la région où nous sommes, l'arc des petites Antilles. Et vous avez ici le but que les géophysiciens, les géomagiciens arrivent à recréer en étudiant des choses très complexes. On voit très nettement quelque chose ici en bleu. C'est la plaque Amérique du Nord qui est en train de s'enfoncer en profondeur, de rentrer très profondément, vous voyez, à plusieurs centaines de kilomètres sous nos pieds. Donc là, on est dans le manteau terrestre. Et ce qui est à la surface, c'est ce qu'on appelle la croûte, pour la partie la plus superficielle, ou encore la lithosphère. Je ne sais pas si ces mots sont familiers. C'est la partie superficielle qui vient s'enfoncer. Et c'est ce qui génère du magmatisme, du volcanisme, l'arc des petites Antilles, et c'est ce qui génère également les séismes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de séisme, de magmatisme, véritablement, puisque ça, ce serait faire une conférence de géologie. Et mon propos à moi, c'est de vous montrer comment, en étudiant cette géologie-là, qui peut être très complexe à expliquer, à démontrer, on peut faire le lien avec l'évolution du vivant dans la région des Caraïbes. Et donc dans la région qui nous intéresse depuis Cuba jusqu'à Trinidad. Il faut savoir que cette région dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est un des 25 points chauds, hotspots, les endroits où il faut être dans le monde, en ce qui concerne la biodiversité. C'est un des endroits où on a une biodiversité très importante,
Alors, l'un des 25, vous allez me dire, ça fait beaucoup pour la surface de la Terre, mais c'est surtout le troisième au monde en termes d'endémisme, c'est-à-dire en termes d'espèces qui n'existent que dans cette région-là. Donc il y a une très grande diversité, c'est l'un des 25 hotspots à la surface de la Terre, mais c'est le troisième le plus important en tant que lieu de la planète où il n'existe des espèces qu'à cet endroit-là, les fameuses espèces endémiques. Et donc du coup, le géologue que je suis s'est intéressé à quels sont les processus géologiques qui vont permettre de comprendre pourquoi on a cette biodiversité et cet endémisme. Et quand je dis que c'est important, regardez, 74%, les trois quarts des mammifères qui existent dans les grandes et petites Antilles n'existent que ici. 100% des amphibiens, crapauds, grenouilles, salamandres, tout ce qui existe ici n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Les reptiles, 95% des reptiles qu'on peut trouver ici n'existent nulle part ailleurs. Ah, les oiseaux, ça pourrait se dire, ça voyage, il y a quand même 26%, un quart des oiseaux que nous trouvons ici, sur les îles et les îlets de la région, qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Et pour finir, les espèces végétales, elles ne s'occupent pas elles aussi, 72% des espèces végétales n'existent qu'ici. Donc, cette biodiversité, cette spécificité, cet endémisme, ces espèces n'existent toutes que dans la région. On s'est posé la question de savoir quelles étaient les causes géologiques qui permettent de comprendre comment on est arrivé là, c'est-à-dire qu'est-ce qui a favorisé ces processus évolutifs. Pardon. À titre indicatif, quels sont les deux premiers hotspots? Je vais dire une bêtise. Il y en a un, c'est en Indonésie, où il y a une énorme quantité de petites îles au sud du Vietnam, et donc il y a tout un tas de petites îles. Et le second, je l'ai oublié, je suis désolé. Tu dis l'Amazonie. C'est un spécialiste de l'Amazonie, c'est pour ça qu'il connaît par cœur. N'hésitez pas, vous voyez, quand je ne sais pas, je le dis. Et donc du coup, si on s'intéresse à ce qu'on trouve aujourd'hui dans les grandes et les petites Antilles, voilà, on a un magnifique exemple. C'est un rongeur qu'on peut trouver à Cuba, vous connaissez les vieilles voitures américaines, là, c'est typique de la région cubaine. Et ces rongeurs, on les trouve dans les grandes Antilles, c'est-à-dire à Cuba et Hispaniola. On les a étudiés, on se rend compte qu'ils sont leurs plus proches cousins, leurs plus proches frangins, ils sont d'Amérique du Sud. Et pourtant, on les trouve dans ces îles-là, donc il a bien fallu qu'ils viennent depuis l'Amérique du Sud jusqu'au niveau de Cuba et Hispaniola. Et là, on a un bel exemple de ce qu'on appellera un rat géant aujourd'hui, mais ce n'est pas très énorme comme géant. C'est Utia, donc c'est un rat géant, ou les capromidés, vous voyez, là les collègues paléontologues et biologistes ont leur vocabulaire à leur jargon. Il faut juste savoir qu'ils sont en danger. Alors en gros, là, la figure, elle sert qu'à avoir des taches rouges en bas. Ce sont toutes les espèces qui sont éteintes ou en voie d'extinction. Donc on parle d'une biodiversité énorme, d'une biodiversité spécifique, mais elle est en danger dans la région dans laquelle nous sommes. Si on s'intéresse à ce qui s'est passé dans le passé, donc l'histoire avec les fossiles, pour essayer de comprendre comment on en est arrivé là aujourd'hui, et si on rajoute le petit grain de sel de l'activité humaine, on pourrait essayer peut-être d'imaginer ce que va devenir cette biodiversité dans l'avenir. Et donc dans le registre fossile, on trouve aussi des mammifères, eux aussi originaires d'Amérique du Sud. Alors comment on le sait? C'est en regardant la morphologie des dents, par exemple, vous voyez, sur ces crânes, et on se rend compte que ces dents-là, elles ressemblent à... Ça, ce sont des crânes de singes, de primates, et elles ressemblent très exactement à un singe actuel, le Calicebus, qui ne vit que dans les forêts tropicales du Brésil. Mais celui-là, on ne l'a jamais trouvé qu'à Cuba, en Jamaïque et en République dominicaine. Et vous voyez le nom qu'on lui a donné? Antiotrix, le singe des Antilles, qui n'existe qu'à l'état fossile et qui aujourd'hui a complètement disparu depuis des millions d'années. On trouve également, là c'est à Cuba, des paresseux géants. Les paresseux, vous voyez tout ce que c'est comme petit animal qu'on peut tenir dans les bras avec des énormes griffes qui se déplacent dans les arbres très lentement. En général, on a cette image d'épinal. Mais il y a quelques dizaines de milliers d'années, à l'échelle des temps géologiques, on rappelle que la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc 10 000 ans, c'est un clignement d'œil à l'échelle de la Terre. Et il y a quelques dizaines de milliers d'années, vivaient à Cuba des paresseux, et des paresseux qui vivaient sur le sol, parce qu'eux étaient véritablement géants, ils mesuraient jusqu'à 6 mètres de haut.
Et donc, ils se déplaçaient sur le sol et ils attrapaient, comme on pourrait faire une girafe ou autre, les feuilles en haut des arbres et se nourrissaient avec. Et eux aujourd'hui, le Megaloculus, ils sont complètement disparus depuis une dizaine de milliers d'années. Mais leurs ancêtres, leurs cousins, où les trouve-t-on? Exclusivement en Amérique du Sud. Les rats, les singes, les paresseux, qu'on trouve dans les Antilles, ont tous la même origine, l'Amérique du Sud. Et puis on arrive ici, sur le banc d'Anguille, avec ces trois îles, Anguille, Saint-Martin et Saint-Marthe. Et ici on a notre célébrité régionale, chez les paléontologues, il est mondialement connu, attention, un jour j'ai voulu faire le malin, tout le monde le connaissait, moi je suis que géologue et pas paléontologue, et cette célébrité mondiale, c'est Anglyrhiza, un rongeur, on pourrait dire un rat. Vous avez vu tout à l'heure le symbole, le logo de mon projet, il y avait un rat dessus, c'est à cause d'Anglyrhiza. Et celui-là, il était géant. Vous avez ici une reconstitution, et la silhouette d'une personne, à peu près 1,80 m, donc c'est un rat, qui faisait plus de 200 kg et qui, lorsqu'il se mettait sur ses pattes arrière, faisait l'effet d'un petit ours brun qu'on pouvait trouver dans les chaînes de montagne des États-Unis. Et ce rat-là vivait sur les trois îles du mont d'Anguille. Il a été d'abord découvert à Anguilla, puis à Saint-Martin, et très récemment c'est 2010, à Saint-Barth. Sur l'île des Cocos, exactement. Donc je vous en reparlerai de celui-là, on va continuer un petit peu mon inventaire. Lui, il est fossile, il a disparu il y a environ 100 000 ans. Mais ce rat-là, si on cherche son cousin, et là c'est son arrière-petit cousin. Voilà, on se retrouve au Chili, en Amérique du Sud, une fois de plus, et on a aujourd'hui l'octodon ou la dengue du Chili qu'on peut parfois trouver dans certaines animaleries en Europe. Lui, il vit aussi en Amérique du Sud, alors lui, il est moins grand, 20 cm, c'est plus pratique comme animal de compagnie. Dans le registre fossile toujours, et on était à Porto Rico avec Mélodie, avec Laurent, on était ensemble alors à Porto Rico au mois de février, parce qu'à Porto Rico, un collègue américain, Jorge Vélez Juarbe, américain d'origine de Porto Rico, a découvert le plus vieux fossile de rongeur. Sur cette île, vous avez ici une incisive, vous voyez, quelques centimètres, c'est un rongeur tout à fait raisonnable, et cette incisive, elle est dans des dépôts qui sont datés de 35 à 33 millions d'années, environ. Autrement dit, c'est le plus vieux rongeur, donc ça voudrait dire que les espèces fossiles, elles devaient pouvoir passer depuis l'Amérique du Sud, et vous avez ici les gisements de ces mammifères fossiles, de ces rongeurs fossiles, du même âge, en Amérique du Sud. Donc il y en a partout. Et on retrouve le même à Porto Rico, c'est-à-dire bien au nord, après avoir traversé toute la mer des Caraïbes. Et ça a conduit à une théorie qui est née dans les années 1990, qui s'appelle le Garlandia. Grandes Antilles, Rite d'Aves, Landia pour la terre des Grandes Antilles et de la Rite d'Aves. Et voici comment elle est dessinée, cette terre, cette langue de terre. Elle passe par la Rite d'Aves, elle arrive à Porto Rico et elle se poursuit jusqu'à Cuba. Et elle fait la jonction entre l'Amérique du Sud, avec son réservoir de faune spécifique. L'Amérique du Sud, elle a des faunes spécifiques, vous vous doutez pourquoi? Parce qu'elle pouvait échanger avec l'Amérique du Nord éventuellement. À cette époque, elle était déconnectée. L'Amérique du Sud était une île depuis très 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 longtemps. Donc les espèces s'y sont développées jusqu'il y a 35 millions d'années, il n'y avait pas de communication. Elles sont spécifiques, elles étaient endémiques de l'Amérique du Sud à l'époque, et elles se sont répandues grâce à un pont de terre, vous voyez, qui est ici. Et par là, dans l'isthme de Panama, il n'existait pas encore. Ou il existait plus, il avait existé avant, là en tout cas il y avait de l'eau. Et donc du coup, cette théorie, moi elle me chagrinait parce qu'elle oubliait un truc important, les petites Antilles. Et là-dedans, on a bâti un projet pour essayer de confirmer, infirmer cette théorie, c'est comme toutes les théories, il faut les contester, il faut les tester, et rajouter le grain de sel
des petites Antilles, parce que ça fait 15 ans que j'y travaille maintenant, et que je suis persuadé que dans cette évolution des mammifères, de toutes les espèces dont je vous ai parlé, les petites Antilles ont joué leur rôle également. Juste une petite question. Bien sûr. Dans les Highlands, où vous étiez sur cette carte, c'était des montagnes, des volcans, ou c'était pas très haut? Alors, cette carte-là, elle n'a pas été faite par moi, elle a été faite par des paléontologues. Et les paléontologues, leur spécialité, c'est pas forcément la géologie. Et du coup, cette théorie, elle a du plomb dans l'aile, et quand on discute, il y a beaucoup de gens qui disent non, ça ne marche pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Vous avez mis des highlands, des terres élevées, est-ce que ce sont des volcans? Est-ce que, typiquement, à 35 millions d'années, à cet endroit-là, il ne doit pas y avoir de volcan, d'après les géologues. Donc, qu'est-ce que c'était ces terres, si elles existaient, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est une belle théorie, avec des arguments paléontologiques, mais nous, géologues, on a des éléments à apporter, et on va les apporter en même temps que les paléontologues, on travaille ensemble, pour essayer d'avoir une vision unifiée de l'histoire géologique et biologique de la région. Alors, 1999, c'est relativement récent. Sauf que tout ça, en fait, c'est que de la resucée. C'est que de la répétition. Il y a un monsieur, à peine célèbre, Charles Darwin, qui l'avait déjà dit, qu'il avait déjà écrit dans son ouvrage de référence, Le Voyage du Beagle, en 1860. La science, elle avance lentement. Il y a des gens qui proposent des théories, et puis on les oublie, et puis on dit non, vous êtes trompé, et puis oui, vous avez raison, etc. Et qu'est-ce qu'il écrivait très rapidement? Le caractère sud-américain des mammifères antillais, ce dont je viens de vous parler, qui a été démontré par les biologistes et paléontologues d'aujourd'hui, semble indiquer que cet archipel était autrefois uni au continent méridional, le continent méridional de l'Amérique du Sud, et qu'il a ensuite été une zone de subsidence. Charles Darwin, tout le monde pense que c'est un biologiste, mais c'est mon géologue préféré. C'était un excellent naturaliste, comme tous les scientifiques du 19e siècle. C'était quelqu'un qui était, on pourrait dire, qui connaissait tout, de la biologie, de la végétale, l'animal, c'était un véritable naturaliste. Et il y a de très nombreux écrits de Darwin, géologiques, qui sont encore aujourd'hui pertinents, comme celui-là. Alors la subsidence, ça c'est un mot que vous ne devez pas connaître. Ou alors je me trompe? La subsidence, c'est lorsque la surface de la Terre, attention, pas l'eau, la surface solide, la croûte terrestre dont je vous parlais tout à l'heure, elle s'enfonce. Et donc, il imaginait qu'à un moment donné, il y avait des terres, et que ces terres se sont enfoncées, et que donc du coup, s'il y avait des terres, les petits animaux pouvaient passer d'Amérique du Sud jusque dans les Antilles, et que si aujourd'hui ça s'enfonce, la communication est coupée. Donc vous voyez qu'il avait déjà tout compris, sauf que les mouvements verticaux dont il parle, il faut les démontrer, il faut les calculer. Et ça, aujourd'hui, on est équipé pour. Et je vais vous montrer ce qu'on essaye de faire pour travailler sur ces mouvements verticaux. Et c'est le titre de la conférence. Trouver des îles qui aujourd'hui sont sous l'eau, des îles englouties, qui ont sombré au fond de la mer, mais qui autrefois étaient à la surface. Et peut-être, pourquoi pas, comme dans la théorie du Garlandia, un bras de terre continu depuis l'Amérique du Sud jusqu'à Cuba. Sauf que voilà, ça c'est la version simple, si j'ose dire. Si on se balade à Cuba, voilà ce qu'on peut trouver, le solénodon. C'est un petit mammifère insectivore qui a une particularité, c'est le seul mammifère au monde qui est venimeux. On connaît les serpents venimeux, on connaît les araignées, lui il est venimeux. Et ce petit insectivore qu'on trouve à Cuba, il vient d'Amérique du Nord, il ne vient pas d'Amérique du Sud. Allez, si c'était simple, on n'aurait pas de travail de scientifique. Autre exemple qu'on trouve à la Jamaïque, vous voyez, si on regarde ce fossile et pas l'image qui est en bas, on pourrait croire une vache, un rhinocéros, que sais-je, un animal qui marchait sur la terre. C'était un sirénien. Ça vous dit quelque chose, le sirénien? Les dugons, les lamantins, qui sont des mammifères marins. Celui-là, il avait encore des pattes. Ceux qu'on connaît aujourd'hui, ils n'ont plus de pattes. Et celui-là, on a des vieux de 50 millions d'années, et il vient d'Amérique du Nord, et on le retrouve dans les Grandes Antilles, en Jamaïque. Et soyons fous, même un cousin du rhinocéros. Ce cousin du rhinocéros, le Hiracillus,
Il a 50 millions d'années environ lui aussi, et on le retrouve dans les grandes Antilles. Et il vient d'Amérique du Nord. Donc, énormément d'espèces viennent d'Amérique du Sud, mais il y a quelque chose qui complique un petit peu le schéma idyllique et simple que je dressais jusqu'à présent. Il y a également des faunes qui viennent d'Amérique du Nord. Et du coup, c'est là où on rentre en scène. Plus il y a une possibilité, le gars a bien. Et cette possibilité, il va falloir la prouver ou l'infirmer. D'autres possibilités, par la Floride, par l'Amérique centrale. Simplement, dans le cadre du projet scientifique que je mène et que je chapeaute dans la région, on va s'intéresser uniquement à cette voie de communication-là. Et quand on aura fini le travail, il y aura encore des scientifiques qui vont pouvoir venir pour dire mais non, ça peut passer de là aussi ou de là aussi. Donc on n'aura pas toute la solution, on n'aura que des éléments de la solution et il faudra encore continuer à travailler. Mais rappelez-vous que tout ce travail-là est fait uniquement pour comprendre comment on en est arrivé à une situation exceptionnelle en termes de biodiversité dans les Caraïbes. Et donc du coup, ben voilà, très modestement, on va étudier toute cette région-là. C'est énorme, sincèrement, en surface, c'est énorme. Parce qu'on va l'étudier sur les îles. Vous allez me dire, les îles ne sont pas très grandes. Mais on va les étudier en mer également. Vous voyez toute la zone là, je vous montrais tout à l'heure, on travaille avec des bateaux océanographiques et on étudie les fonds sous-marins et on étudie les roches des fonds sous-marins pour essayer de retrouver ce fameux continent ou ces îles si elles ont existé un jour. Donc c'est le projet que je mène, le projet Garanti. Et le dessinateur qui a fait ce petit rail, il a aussi fait des illustrations pour un ouvrage sur, je ne sais plus, les requins ou quelque chose comme ça ici. Le dessinateur, c'est Petit Luc, si vous connaissez, ce dessinateur. Il l'a fait pour la réserve marine. Voilà. Donc lui aussi, il était intéressé à Saint-Barth. Je ne le savais pas quand je l'ai contacté parce que j'aimais bien ses bandes dessinées. Il m'a dit, mais Saint-Barth, je connais, j'ai fait des illustrations pour eux aussi. Et donc, du coup, nous voilà partis. La célébrité, on passe dans le journal, le Midi Libre, rendez-vous compte. Et c'est là où la célébrité, ça tient à rien. Regardez la date. Samedi 6 mai 2017. Vous savez ce que c'est, samedi 6 mai 2017? La veille du premier tour des présidentielles. Et le 5 mai, on a vu débarquer une équipe de journalistes au laboratoire à la fac, et qui nous ont dit: est-ce que vous n'avez pas quelque chose à nous donner, parce qu'on ne doit pas parler de politique, mais il faut quelque chose qui accroche sur la première page du journal. Donc, les fous de la fac, les professeurs Nimbus, ils partent à la recherche du rage géant, ça leur a plu. Donc, du coup, on s'est retrouvés à la une du Midi Libre. Tout ça parce qu'il ne fallait pas parler de Macron et des autres, ce jour-là. Alors, quand même, on ne fait pas que des plaisanteries avec les hommes politiques, on fait du travail de terrain et sur les îles, ou à côté des îles, à la rame de temps en temps, on recherche des traces du soulèvement, vous savez, les fameux mouvements verticaux, ou de l'enfoncement, la subsidence de M. Darwin. Et ici, dans le cadre de travaux scientifiques, alors tout ce qu'on fait, ça donne lieu à des publications dans des revues scientifiques, que les géologues lisent, que les paléontologues lisent, les biologistes. Et ces travaux-là, ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est que j'essaie de non plus les dire de manière compliquée en anglais dans des revues que nous devons mettre quelques milliers à lire. Allez, si j'ai des milliers, c'est fantastique. On essaie de le diffuser auprès du grand public parce que, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, ici, ça c'est quelque chose que vous connaissez, on le trouve assez fréquemment sur le littoral, mais la mer est juste derrière, on est à 4 mètres d'altitude. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un récif corallien. Un récif corallien soulevé. Et là, c'est la même chose. Ce récif corallien, lui, se retrouve à 35 mètres d'altitude. Ce qui indique que ces îles, et donc là, on a travaillé dans différentes îles, en particulier une toute petite île, la Désirade. Et sur la Désirade, on a mis en évidence des soulèvements qui durent depuis plus de 500 000 ans. Et ces soulèvements sont de l'ordre de 200 mètres. Ce qui veut dire que M. Darwin avait raison, c'est nous que ça peut monter, et ça peut monter relativement rapidement. Et si ça peut monter, ça peut également descendre. Alors là, c'est plus compliqué. On regarde toujours le registre sédimentaire, les roches sédimentaires, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans.
Et on a ici des roches marines, des récifs, qui sont à l'air libre dans une carrière en Guadeloupe. Autrement dit, l'île s'est soulevée. Très bien. Mais ces récifs ici, vous voyez, une énorme surface, c'est une surface d'érosion. C'est-à-dire que le récif a été porté à l'air libre. Il a été érodé. Et ici, devaient passer des ruisseaux, devaient passer des mammifères terrestres qui pouvaient marcher éventuellement. Et au-dessus, à nouveau des dépôts. Et dans ces dépôts, qu'est-ce qu'on trouve? Des coraux fossiles. Ce qui veut dire que l'île de la Guadeloupe, puisque ça c'est la Guadeloupe, c'est la Grande Terre, c'est d'abord soulevé, puis enfoncé, et aujourd'hui à nouveau soulevé. Donc les fameux mouvements verticaux de Monsieur Darwin, on les tient. Et ça marche sur la Grande Terre. Ici, ça marche sur le Marie-Galante, c'est à Marie-Galante. Et des exemples comme ça, on en a, y compris à Saint-Barth. Autrement dit, toutes les îles des Petites Antilles, qui avaient été négligées dans les théories, elles nous indiquent des mouvements de soulèvement et des mouvements d'enfoncement, de subsidence. Autrement dit, il y avait plein d'îles à différents moments, et à différents moments, il y avait des grandes masses d'eau à la place. Et quand il y avait plein d'îles, c'est facile de passer d'une petite île à l'autre, tous les marins savent ça, le cabotage. Et si on a au contraire des grands bras de mer, ben là c'est beaucoup plus difficile de traverser. Et du coup, sur ces surfaces, qui sont des surfaces qui indiquent qu'on avait des anciens continents, on est parti à la recherche de ces espèces terrestres fossiles qui vivaient dans ce que j'appelle ces anciennes îles, puisque c'était pas la Guadeloupe, c'était pas Saint-Barth, et ainsi de suite. C'était d'autres îles avec des géographies différentes. Et ici, donc, on était en Guyane en 2017, on avait été voir dans ces formations un petit peu ce qu'on trouve ici, l'île des Cocos, des grands trous, et au fond de ces grands trous, quand on cherche, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, la même chose qu'à l'île des Cocos, des dépôts. Donc là, c'est un travail scientifique qui a été mené à l'île des Cocos par des collègues américains et Gilles. Et on voit ici un effondrement de blocs. Vous voyez ces gros blocs, on est au fond d'une grotte, on a un effondrement de blocs. Et vous voyez toutes les taches blanches autour, ce sont des os. Ce sont des ossements de rongeurs géants empirisables. Autrement dit, si Gilles qui est sur la photo n'y prend pas garde, qui va tomber au fond. Ah non. On est revenu, c'était il y a 2 ans. Donc il a pris garde, il a fait attention. Il va se casser en 1000 morceaux, il va tomber des blocs de pierre par-dessus, et ça va nous donner la même chose que ça. Des boules d'os et des blocs de roche. Et c'est ça qu'on va étudier, puisqu'il y a eu des campagnes de prélèvement en 2012, pour le travail scientifique que je vous ai montré tout à l'heure. Et ces blocs-là, on les a récupérés à Montpellier. Vous voyez Laurent, qui était dans son bureau, qui venait de recevoir les blocs. Il les a tous photographiés, décrits en long, en large, en travers. Et ensuite, je ne sais pas pourquoi, il a la manie des bassines. Pourtant, il n'y a pas de fuite chez lui. Et au fond de ces bassines, vous voyez, il a déposé des petits grillages. Et chez chaque grillage, il y a un caillou. Parce que derrière, voilà ce qu'il va faire subir à ces roches qui sont extrêmement dures. On voit des morceaux d'os à l'intérieur, mais on ne peut pas les sortir. On ne peut pas les dégager. On peut essayer avec une perceuse, tout ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Tout va être cassé. Et le travail de Laurent et de ses collègues, c'est les mêmes bassines que tout à l'heure, vous voyez, il les a remplis d'acide. Un acide extrêmement léger, mais suffisamment fort pour dissoudre la roche calcaire qui entoure les fragments d'os. Et vous le voyez ici, là, il y a des petites bulles. C'est le calcaire qui se fait dissoudre par l'acide. Ah, un magnifique os qui apparaît. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'os est révélé? On le rince, on le sort, et là, vous voyez, il n'y avait pas un os, il y avait plusieurs os dans ce fragment de roche. Et chaque fragment d'os, ensuite, est consolidé avec de la colle. De la colle type UU, une colle extrêmement forte, qui va éviter que l'os soit attaqué par l'acide. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le bloc, une fois que l'os est consolidé, on le replonge dans l'acide. Et ce processus va se répéter, et ça dure plusieurs mois de travail, pour arriver à dégager les os des fossiles, et ensuite les étudier. Résumé d'une figure. C'est
pratique, les présentations. 2 mois de travail résumé en une photo. On part dans le bloc de roche. On avait vu un fragment de quelque chose. On ne savait pas ce que c'était, mais c'était de l'os. On l'a attaqué une première fois, on voit que cet os, il est entier, il commence à se dégager parfaitement. Et à la fin du travail, voilà ce qu'on obtient. C'est une vertèbre. C'est même l'atlas, c'est-à-dire la dernière vertèbre qu'il y ait avant le crâne. Parce que ce n'était pas un crâne d'humain, même si je montre ma tête, c'était un crâne de rat géant. Et donc, du coup, on a traité, Laurent a traité l'ensemble de ces blocs, a dégagé des ossements de l'Ambyrisa qui sont en train d'être étudiés, mais pas que de l'Ambyrisa. Il y avait également de nombreux ossements de lézards et d'oiseaux. Et cela, c'est tout nouveau, ça n'avait jamais été étudié comme il faut. Et donc, grâce à cette méthode et à ce travail long et méticuleux, on va pouvoir décrire la faune qui était vivante à l'époque sur l'île de Saint-Marc. Alors, cette roche dure, c'est des épaules, c'est du corail, c'est de la lave. Ah, c'est celle-là, je vous la remontre. C'est ça, cette roche dure, c'est ce qu'on appellerait une brèche. C'est une roche où les éléments, les blocs de cailloux, les os, se sont tous retrouvés cimentés entre eux. Et donc, du coup, ça forme une roche très, alors elle est rougeâtre, vous voyez, très très dure, dans lequel il y a un ciment qui entoure tous les os et les autres blocs de roche. C'est pas de la lave. Ah non, ce n'est pas de la lave, c'est une roche sédimentaire. Nous, on appelle ça une brèche, les géologues. C'est-à-dire que c'est un tas de cailloux qui s'est déversé, et au milieu de ce tas de cailloux, il y avait quoi? Des ossements d'un fossile en arcade. Et donc, du coup, cette année, si on est revenu, et si on est revenu avec Laurent en particulier, c'est pour réaliser une mission de sauvetage. Parce que malheureusement, il y a Irma qui nous a frappé, d'Urlan. Et ce gisement-là, qui est sur les cocos, ben, on voulait savoir s'il avait été détruit, préservé, etc. Et vous voyez qu'il y a de nombreux blocs. Irma a déplacé des blocs, on a vu des blocs gigantesques déplacés, et il y en a surtout autour de l'île, par l'ouragan. Et quand on est méticuleux et qu'on regarde les blocs comme il faut, et parfois sous les blocs, voilà ce qu'on trouve. Une incisive, une dent de vent. Vous avez vu la taille? 10 cm de long. Ça fait un joli rat. Hein, quand il souriait, celui-là, ça devait faire un sacré effet. Donc du coup, on a ramassé des blocs qu'on va étudier, etc. On s'en va de même avec les blocs. Mais il y a encore des choses qu'il faut protéger et qu'il faut valoriser parce que cette histoire-là, elle est unique dans les Antilles. Alors, vous allez me dire, il y en a en Guyane, il y en a à Saint-Martin. Ah non, Saint-Martin, ça ne marche pas parce que tous les gisements qui étaient connus ont disparu. Ce qui veut dire que les gisements découverts par Gilles à Saint-Barth et sur l'île Coco sont des gisements uniques en France, sur le territoire français. Et qu'il y a là une chose remarquable pour l'histoire de la biodiversité à l'échelle de toutes les Antilles. Un rat géant, oui, 200 kg quand même, il n'y a pas de quoi rougir. Et donc vous avez ici quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs sur le territoire français, un petit peu en Guyane, c'est vrai, et qui est emblématique de l'évolution de la biodiversité à travers toute la Caraïbe. Alors je vous ai dit qu'on travaille à terre, mais on travaille aussi en mer. Et donc du coup, on est parti en 2017 avec un bateau océanographique, celui-là s'appelle l'Atalante. On est parti Pointe-à-Pitre, et on est parti, vous voyez, à la recherche d'espèces disparues. Donc il a fallu expliquer 10 fois aux journalistes que non, on n'allait pas chercher des rats au fond de l'eau. Au fond de l'eau, on allait chercher autre chose. Les fameux indices de la subsidence de M. Darwin, de soulèvement. Et donc, du coup, on est parti 48 jours en mer. 48 jours en mer, c'était la croisière avec les FOMO. 28 hommes et femmes d'équipage, les gens qui font tourner le bateau, qui s'occupent de toute l'électronique, etc. 27 scientifiques. Alors, surtout Alex, ça veut dire qu'on s'était réparti le travail en 3 parties. 12 ingénieurs d'acquisition, c'est-à-dire des ingénieurs qui ne sont que là pour les outils géologiques, les outils, on ne va pas dire géologiques, on va dire géophysiques, parce
parce que là on va tricher puisque les cailloux ils sont au fond, et on va quand même les étudier, on va les étudier de manière indirecte, un petit peu directe, je vais vous montrer aussi, mais surtout de manière indirecte. Et pour ça on va utiliser les lois de la physique, et vous allez voir, je vais vous les expliquer, c'est très simple, et ça permet de savoir ce qu'il y a au fond sans être obligé d'y aller. Les 5 MMO, c'est les observateurs liés aux mammifères marins. La réglementation nous oblige à avoir, lorsqu'on fait des campagnes océanographiques, à avoir des gens qui ils ont un très très grand mérite, ils sont 5, ils ont fait 48 jours de mer, et 24 heures sur 24, il y a eu quelqu'un qui regardait à la jumelle ou qui écoutait les sons enregistrés sous l'eau. Et lorsque on s'approchait de nous, des baleines, des cachalots, etc., on arrêtait le travail pour ne pas les déranger, puisque l'activité humaine pour les mammifères marins, ça peut être dérangeant. Je vais vous montrer en quoi ce qu'on fait peut être dérangeant. Et on avait ensuite deux personnes chargées de la communication scientifique. Alors sur cette carte, vous reconnaissez les îles, et en blanc, ce sont les zones internationales, et en rose et en violet, c'est le trajet qu'a fait le bateau pendant toute cette campagne en mer. Et vous remarquez qu'ici, il y a une limite qu'on n'a pas dépassée, à part dans les virages. On n'avait pas le droit de travailler ici, parce qu'ici, c'est le Venezuela. Entre le Venezuela et la France, c'était pas content à ce moment-là. En 2017, Macron a expliqué à Maduro ce qu'il devait faire. Maduro a dit, votre bateau, vous le gardez, on ne peut pas toucher nous. Pourtant, on n'aurait pas fait grand-chose. Alors au début, on était très triste, mais finalement, c'est pas mal, puisqu'on va y retourner en mer. Dans un an et demi, on y retourne. Et là, on va avoir les autorisations du Venezuela parce que ça va être une campagne conjointe entre des scientifiques vénézuéliens et français. Donc finalement, ça nous aura permis de faire le double de travail. Alors, je vous ai dit qu'on a utilisé les lois de la physique et on va utiliser une méthode qui s'appelle la sismique parce qu'il y a des ondes sismiques. On ne génère pas des séismes, mais on génère des ondes sismiques. Et ces ondes sismiques, ce sont en fait des ondes sonores. Et le bateau va traîner derrière lui un dispositif qu'on appelle des canons à air. Ces canons à air vont générer des bulles d'air qui vont éclater dans l'eau et qui vont donc générer un son. Et ce son-là qui peut gêner les mammifères marins. C'est pour ça qu'on faisait attention et qu'on travaillait uniquement lorsqu'il n'y avait pas de mammifères marins à proximité du bateau. Ce son-là, vous voyez, il va s'enfoncer sous l'eau et il ne va pas s'arrêter au fond marin, il va traverser les roches, parce que ce sont des sons très basse fréquence, et ils vont rentrer dans les roches. Un petit peu comme quand vous allez sur l'île des Cocos ou sur le bord de la plage et qu'il y a un souffleur, et que quand ça souffle au fond, là, vous entendez boum, boum, les ondes sonores traversent des roches, et elles vont les traverser, mais à un moment donné, il va se passer quelque chose. Dans la roche, il va y avoir un changement. Et ce changement va permettre à l'onde sonore de se réfléchir. Donc elle va rebondir sur une structure géologique et elle va revenir à la surface. Et à la surface, à l'arrière du bateau, vous voyez en jaune là ce qui fait, on traîne des capteurs. Et donc on va enregistrer du son. On va faire un enregistrement sonore. Et donc ici vous avez les différents appareils en vrai, parce que le schéma c'est joli, mais voilà ce que c'est. Ça, ce sont des compresseurs. Et des compresseurs, vous avez vu, on a une série, on en a 5 ou 6. Et ces compresseurs, on compresse l'air à l'intérieur, et à intervalles réguliers, c'est-à-dire toutes les 25 secondes, boum, une bulle, boum, une bulle, et ainsi de suite. Et ce sont tous ces sons-là qui vont partir sur le fond, qui vont se réfléchir, et qui vont revenir vers les capteurs. Et voilà les capteurs, c'est une espèce de tuyau dans lequel il y a des récepteurs sonores, des micros en quelque sorte. Des micros qui vont capter le son, non pas de ma voix, mais le son émis par ces bulles d'air qui explosent à intervalles réguliers. Là vous avez une bulle, je ne sais pas si ça a marché. Là vous avez une bulle ici. Là c'est la bulle d'air qui est en train d'arriver à la surface. Un petit peu comme il y a des gens qui font de la plongée sous-marine, on voit leur bulle. Et là on voit nos bulles qui reviennent à la surface régulièrement à l'arrière du bateau. Et voilà le résultat qu'on obtient. On a ici les collègues qui étaient embarqués à bord du bateau, et vous voyez, ils sont toujours autour de grandes tables avec ce qu'on appelle les profils sismiques. Profil sismique, vous en avez un ici,
Et vous voyez, le fond de la mer est là. Et sous le fond de la mer, on voit une image. Un petit peu comme si on avait fait une coupe et qu'on voit au travers. Et sur cette coupe, vous voyez qu'ici, on voit des couches régulières empilées les unes au-dessus des autres. Ça, ce sont typiquement les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, ce sont des couches. Les calcaires que vous avez ici, on voit bien les couches qui se superposent les unes au-dessus des autres. Et là, on voit très bien ces roches sédimentaires. Quand il y a au milieu, il y a quelque chose, on ne voit plus rien dedans. C'est une roche différente. Ici, c'est une roche volcanique. Et ici, on a un petit volcan qui était peut-être à l'air libre, qui était peut-être une île à l'époque. Ce petit volcan, aujourd'hui, il est au fond de l'eau. Et vous voyez que ce petit volcan, il s'est fait recouvrir par tous ces sédiments de part et d'autre. Donc, on arrive, grâce à ces techniques de géophysique, à avoir une idée de ce qui est au fond de l'eau et quelle est la géométrie. Vous voyez qu'il y a des géométries plus ou moins complexes. Et en les étudiant, on va pouvoir comprendre ce qui était à l'air libre, ce qui était sous l'eau, à différents moments. Alors, c'est très indirect, mais vous voyez ici, là, il y a des petits traits. Et de temps en temps, quand même, on est géologue, donc on aime bien les cailloux. Donc on va aller les ramasser. Et pour les ramasser, on utilise une technique que tous les marins connaissent, le sondeur multivaisseau. Donc avec un sondeur, on va étudier le fond sous-marin. Et ce fond sous-marin, voilà ce que ça donne chez nous. On ne cherche pas les bons poissons, on ne cherche pas les cailles. On cherche, là, c'est à 1500 mètres de profondeur environ, et ici, ça descend à 3000. Et on a la topographie, comme sur une carte topographique en 3D, du fond sous-marin. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir où aller chercher, à quel endroit aller chercher des cailloux, avec ce qu'on appelle une drague. Et donc le bateau océanographique traîne derrière lui, à ce moment-là, un câble très très haut, avec au bout, vous l'avez montré tout à l'heure, c'est un énorme cercle de métal avec des dents dignes des plus grosses pelleteuses que vous connaissez, et derrière un filet en acier. Et il traîne cette drague au fond de l'eau, et lorsque, à un moment donné, la drague accroche, donc quand il y a du relief, sur cette image, le relief n'est pas très fort, et quand on vient ici, ça c'est une falaise, sous le tout, une falaise qui fait 200-300 mètres de haut. Et si on arrive à accrocher un caillou ici, on aura attrapé un caillou dans cette falaise. Et une fois qu'on a fait une croche, ensuite, par des manœuvres très complexes, le capitaine du bateau réussit à ramener la drague à la surface. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez mon cercle avec des énormes dents de pelleteuse, le filet en acier, et là on a eu de la chance, on a dû remonter 200 kg de boue et de cailloux. Et des fois on fait la même chose, et ça dure 2 heures, et on remonte 10 grammes. Ou rien du tout. Et pourtant on recommence et on recommence. Oui. Et là c'était à quelle profondeur? Celle-là, je ne la connais pas exactement, mais le moins profond, moi, de draguer, c'est aux alentours de 500 mètres, et le plus profond, c'est 2500 mètres. Mais la profondeur, il ne fait rien, puisque là, globalement, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'équipe, il n'y avait pas que des scientifiques qui faisaient de la science, etc. Il nous faut des marins super expérimentés, parce que là, il faut tenir compte du courant, il faut tenir compte de la topographie du fond, de la tension sur l'accroche. Quand la drague accroche sur le câble, il y a une tension de l'ordre de 15-20 tonnes. Et quand on est à bord du bateau et qu'il y a l'accroche, même si on est à l'autre bout du bateau, on entend BOUM, ça a accroché. Et quand ça fait ça, il faut faire très très attention puisque le câble il peut lâcher. On prend toutes les précautions, mais ce câble-là, quand il lâche, il ne faut pas être dans le quartier puisqu'il coupe tout ce qui passe. Et donc du coup, c'est un métier, et c'est un métier de marin au service de la science, et on a la chance en France d'avoir des navires océanographiques qui nous permettent de faire ça. Vous avez repéré des épaves? Non, à ces profondeurs-là, ici à Norune, on ne l'aurait pas vu. Oui. Avec ces outils-là, on ne l'aurait pas vu. Et donc du coup, pendant que les marins font leur boulot, nous on est là, vous voyez, ils nous mettent un petit ruban et ils nous parquent derrière, et on est là, on attend, on va aller. Et dès que les marins ont fini leurs opérations de pont, alors rien, attention, tout ça c'est en pleine mer, là j'ai pris des photos de jour, mais sur un bateau océanographique, c'est une chance extrême d'avoir ça, on travaille 24-24. Donc ça peut se passer au milieu de la nuit, par avec une houle cyclonique,
travail que font les marins à l'arrière du bateau, c'est extrêmement dangereux. Et quand nous, on a le droit d'aller dans le caillou, c'est que tout est tranquille et qu'on peut y aller, même si c'est 2 heures du matin, qu'on préfère être au lit, et qu'on va enfin pouvoir découvrir nos roches, qui vont nous permettre de raconter, puisque ce sont des roches sédimentaires, quels étaient, est-ce qu'il y avait des coraux, est-ce qu'il n'y avait pas de coraux, et ainsi de suite. Ces roches-là, d'abord, vous voyez, il y a des gros blocs, et ces gros blocs, au milieu de la nuit, on prend sa masse, on tape dessus comme le sourd, ou alors on a une scie à roche, on découpe ces roches en fragments. Ces fragments, on se retrouve dans un laboratoire, ça c'est un laboratoire scientifique, avec la mer des Caraïbes derrière. C'est génial. Je dis ça et moi je suis malade en mer. Chaque fois que je prends le bateau, je suis malade une semaine. Quand ça dure 3 semaines, ça va. Quand ça dure 10 jours, c'est pas cool. Et donc du coup, vous voyez, on fait le boulot. Et par exemple, ici, on a retrouvé des roches sédimentaires qui contenaient tout un tas de petits organismes, des foraminifères. Les foraminifères, c'est des organismes unicellulaires, c'est le plancton d'aujourd'hui. Sauf que là, il est fossile. Et qu'en étudiant ce plancton fossile, on est capable de donner un âge à la roche. Ah, on commence à avoir des informations, on voit des mouvements verticaux, on est capable de donner un âge, on va pouvoir raconter l'histoire de M. Darwin. Là, on l'a fait. On l'a fait, alors, je vous donne l'image un peu pâle. Ici, c'est la basse terre, ça c'est les Seines, et ça c'est la grande terre. Et grâce à des campagnes océanographiques, on a étudié des profils sismiques, on a étudié des dragages, on a reconstitué une carte de la géographie de la Guadeloupe, de la région de la Guadeloupe, il y a 23 à 20 millions d'années. Et si parmi vous il y a des marins, vous connaissez tous l'éperon Caracara, qui est au fond, quelque part par là, il y a quelque chose qui a 20 mètres de bathymétrie, qui se poursuit jusqu'à l'île de la Lésirade. Et il y a 23 à 20 millions d'années, il y avait une île, l'île de Caracara. Quand je vous disais que je n'étais pas content qu'ils aient oublié les petites Antilles, c'est parce qu'il y a des îles qui sont aujourd'hui sous l'eau. Et l'éperon Caracara, ici, il est à 2500 mètres de bathymétrie. Ici, il y a 40 mètres de profondeur. Ben, tout ça, il y a 20 millions d'années environ, c'était une île. Et cette île, elle se poursuivait. Et elle se poursuivait peut-être sous la grande terre encore, mais là, le bateau ne pouvait pas y aller, on n'a pas d'informations. Et ainsi de suite, à différentes époques, les îles existaient, disparaissaient. Aujourd'hui, il n'y a plus d'île de Caracara, il y a juste un éperon Caracara, qui est un éperon sous-marin. Donc, en faisant ce travail-là, depuis Trinidad jusqu'à Porto Rico, on va pouvoir reconstituer la géographie des petites Antilles et son évolution au cours du temps. Et du coup, cette géographie-là, cette paléogéographie, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qui la contrôle. Et ce qu'est-ce que c'est qui la contrôle, c'est ce dont j'ai parlé au tout début. Nous sommes dans une région où il y a une subduction. Cette subduction, elle existait déjà il y a 20 millions d'années, il y a 35 millions d'années, il y a 40, 50 millions d'années. Et on se pose la question de savoir si elle existait avant. Et il y a des discussions avec mon ami Claudio, à savoir s'il y a 75 millions d'années, était-elle là ou n'était-elle pas là. Et on n'a pas les réponses encore, on travaille à les avoir et on n'a pas fini de discuter. Et donc du coup, en fonction de la géométrie, de ce qui est en profondeur, attention, en profondeur, à plusieurs centaines de kilomètres sous le pied. Mais on va pouvoir expliquer si on va créer des îles ou pas créer des îles. Vous allez me dire, oui, c'est facile. Il y a des volcans. Les volcans, ça forme des îles. Mais tous les reliefs n'étaient pas des volcans. Et vous avez ici un modèle. C'est un petit modèle qu'on fait de point de vue numérique, où on prend des couches, on leur donne des propriétés physiques qui ont à voir avec les propriétés physiques des roches de la région en question. On leur impose des contraintes, elles se déplacent comme ceci, etc. Et dans ce modèle-là, vous voyez, on a juste imposé une courbure. Et ici, Saint-Barth, on n'est pas très très loin de la courbure, c'est tout le monde. On n'est pas très très loin de la courbure qui est ici, qui permet de passer à la zone est-ouest et vers Porto Rico. Là, ici, on est pratiquement nord-sud, là, on est est-ouest. Et nous, on est dans la courbure ici à Saint-Barth. Et quand on fait une subduction comme ceci, avec une vitesse qui est comparable à la vitesse actuelle,
avec des propriétés physiques comparables aux propriétés physiques actuelles. Qu'est-ce qui se passe dans la courbure? Vous voyez ici, indiqué par la couleur verte, la plaque supérieure se soulève. Et donc vous voyez que si on veut comprendre les reliefs qui sont nécessaires pour que les faunes passent à la surface, il faut qu'on comprenne ce qui se passe jusqu'à des centaines de kilomètres de profondeur. Et le trait d'union entre tout ça, ça va être les études de géophysique marine que je vous ai montrées, les études de géologie dans les îles, les études de paléontologie qu'on fait dans les îles, pour remettre tout ça dans un très très grand modèle à l'échelle de la Terre, qui va nous permettre de comprendre comment ce qui se passe dans le manteau à plusieurs centaines de kilomètres de profondeur permet le passage d'espèces depuis l'Amérique du Sud vers les Grandes Antilles. Avant, je ne l'ai pas dit, c'est important, je dis vers les Grandes Antilles. Toutes les espèces dont j'ai parlé n'ont jamais atteint l'Amérique du Nord. Elles ne sont pas connues ni en Amérique du Nord ni en Amérique centrale. Elles sont connues en Amérique du Sud, dans les petites et les Grandes Antilles. Donc, ici, on a quelque chose qui va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Et pour ça, on a besoin de géophysiciens qui vont nous raconter, ou de géodynamiciens qui vont nous raconter l'histoire de la Terre jusqu'à des centaines de kilomètres de profondeur. Avant de terminer, juste quelques remerciements. Un très très grand merci pour l'accueil de nombreuses personnes ici à Saint-Barth, l'association, avec Hélène, Brigitte et Nathalie, Gilles et Odile, qui nous ont reçus, hébergés, supportés, Christian, Olivier, Adriano, qui nous ont amenés en bateau, Jean-Paul et Bérénice du Saint-Barth qui nous ont aussi également amenés en bateau. Sur ce petit îlet, effectivement, l'îlet Coco, qui est maintenant mondialement célèbre pour la paléontologie. Et Franck et Emma qui nous ont déballés quand on avait besoin de dormir. Donc du coup, merci à tout le monde, merci à vous d'être là ce soir et j'espère vous avoir convaincu que vous vivez dans un lieu unique, que vous êtes en villégiature dans un lieu unique et que ce lieu unique, il vaut vraiment le coup d'être protégé et valorisé. Merci. Si vous voulez nous suivre, on a un Twitter, un Facebook et il y a un site qui est en construction. Si vous voulez suivre nos aventures, je vous dis que c'est pas fini, on a encore 3 ans. Donc actuellement, nous sommes dans une période où nous montons. Alors, actuellement, nous sommes dans une période où nous montons. Alors, actuellement, nous sommes dans une période où certaines îles montent, mais pas toutes. D'accord. C'est pas si simple. Par exemple, que nous, ça va. Par exemple, vous, il y a des chances que vous montiez très lentement, mais il y a des chances que vous montiez de l'ordre de quelques millimètres par an au maximum. C'est pas assez rapide. Ah, pour le sentir, ça va être difficile. Mais typiquement, sur l'îlet Coco, on a trouvé des dépôts marins, donc des roches qui se sont formées sous l'eau, qui aujourd'hui sont à 20 mètres d'altitude environ. 20 mètres d'altitude, c'est au-delà des variations du niveau marin. Donc il a fallu que l'îlet Coco se soulève, et tout Saint-Barth, et à Saint-Martin, on trouve la même chose. Par un petit séisme, c'est possible. Alors, c'est plus lent que ça. Il peut y avoir des séismes associés, mais qui vont provoquer des soulèvements locaux et parfois de forte amplitude. Mais là, c'est plutôt du soulèvement global, général, puisque c'est pas. Pour qu'il y ait un séisme, c'est une rupture, il faut qu'il y ait une faille. Et là, on n'a pas forcément d'évidence qu'il y ait une faille qui ait été active pour qu'il y ait eu du soulèvement. Donc là, c'est plutôt lié à ce que je vous racontais, ce qui se passe en profondeur. Ah, pardon. Ces mouvements-là ne sont pas forcément associés à des séismes, et ce sont des mouvements extrêmement lents et de grande amplitude. Alors qu'un séisme, ça peut produire un soulèvement, mais uniquement à côté de la faille qui va casser. Les mouvements qu'on a ici, ce ne sont pas des mouvements très locaux, ce sont des mouvements qui vont concerner cette région-là, mais rappelez-vous la rive d'Alès. La rive d'Alès, on a dragué des roches jusqu'à 1500 mètres de profondeur, dont nous sommes en train, je n'ai pas d'image à vous montrer parce que c'est in progress, nous sommes en train de démontrer que ces roches étaient à la surface. 1500 mètres de profondeur, comme les Broncaruquera.
Et on va essayer de dater le moment où c'était à la surface, puisque rappelez-vous, la théorie du Garlandia, c'est que ceci était une île ou de nombreuses îles à côté les unes des autres, il y a 35-33 millions d'années. Et donc nous déjà, on va démontrer que c'était bien à l'île, pour un caillou qui est à 1500 mètres de profondeur aujourd'hui, c'est quand même un beau voyage, une belle subsidence. Et on va essayer de démontrer quand ça a eu lieu. Est-ce que c'était au moment du Garlandia ou pas? On verra, on vous dira, on vous tiendra au courant. Et quand on fait le tour de Svalbard, on a quand même l'impression, en visuel, que l'île a basculé parce qu'on a l'impression qu'elle est toute comme ça. Exactement, et vous avez parfaitement raison. Ça aurait pu se faire d'un coup aussi. Les mouvements géologiques, le debout, à part les séismes, les mouvements géologiques, ça se fait sur des échelles de temps qui, pour nous, sont très longues. Et ces basculements se sont faits de manière plus ou moins progressive sur des périodes de temps que je ne saurais pas préciser, mais ce n'est pas à l'échelle d'un séisme qu'on a basculé l'île. On est sur les pentes aussi d'un paléovolcan, donc il y a une paléovolcan qui est superposée sur la capacité de mettre le V. Ah oui, mais elle sait de quoi elle parle, elle travaille ici depuis longtemps que moi. Moi, j'ai une question par rapport aux mammifères. Il y a très longtemps, ils étaient très grands, et puis plus ça va, plus ils sont petits. Alors, est-ce que vous rejoignez? En fait, je vous explique, je suis en train de lire Bernard Werber, la troisième humanité, et en fait, je suis étonnée parce que il y a beaucoup de rapprochements. Et en fait, parce qu'il explique que il y a très longtemps, etc., les animaux étaient très grands, même les humains, et que finalement, les géants sont devenus de petite taille et encore plus petits. Est-ce que vous avez tendance à aller dans ce sens-là? Donc, vous faites partie de la réponse. C'est plus compliqué que ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont dépendantes de la taille d'une île, la taille d'un continent. Quand on a un grand continent, on peut évoluer librement, on n'a pas de compétition. Quand on est sur une île, on est petit, la compétition. S'il n'y a pas de prédateurs, on peut grossir. Vous voyez, c'est très dépendant de beaucoup de paramètres. Donc en fait, dire qu'on va vers des espèces grandes ou des espèces plus petites, ça dépend vraiment des conditions, de plein de choses. Jusqu'alors, vous n'avez pas remarqué que, en général, les espèces, les mammifères disparus, on rapetissait pour. Ça dépend des périodes. Des fois, vous avez ce qu'on appelle des lignées évolutives. On va prendre le cas de certaines espèces de rongeurs. Dans l'histoire évolutive, on peut suivre au cours du temps. On va avoir des espèces qui vont grandir. Et puis, à un moment donné, les conditions climatiques qui font qu'il fait froid, il manque de ressources. On va avoir les espèces qui vont avoir tendance à réduire leur taille. Et puis, ça va reprendre. Vous voyez, c'est une évolution. C'est en fonction des conditions environnementales, de tous les paramètres qui jouent sur l'évolution. Et ça, je le précise bien, c'est pas à notre échelle humaine. C'est à l'échelle, même pas des milliers d'années, des millions d'années. Et ça, c'est difficile à comprendre. Et si on prend les exemples que j'ai cités, parce que j'ai cité beaucoup de géants, Amblyriza, les paresseux géants, etc., ça c'est lié à une évolution qu'on appelle de type insulaire. Au moment donné où il y avait des communications, les mammifères se déplaçaient, et au moment donné où il y a eu de la subsidence, tout d'un coup ils se retrouvent sur une île. Notre ancêtre du rat, il n'était pas géant. Amblyriza, avant d'être un géant, c'était un rat de taille tout à fait classique, entre guillemets. Quand il s'est retrouvé seul sur son île, sur le mont d'Anguille, une île beaucoup plus grande que Saint-Barth, mais comme vient de le dire Laurent, plus de prédateurs, puisqu'avant il vivait dans la forêt amazonienne. Là, il y a des prédateurs. Là, il n'y avait pas de prédateurs, il s'est retrouvé tout seul, coincé sur son île. Il avait à manger à l'époque, la végétation était un peu meilleure forme que ces jours-ci. Et donc, du coup, par un processus lent, ce qui était petit est devenu très grand. Ça a marché pour les paresseux sur les îles des Grandes Antilles, pour Amblyriza ici. Et ce qui est spectaculaire avec ce processus d'évolution insulaire, c'est qu'il y a l'inverse qui existe aussi. Par exemple, vous avez déjà entendu parler des cyclopes. Les cyclopes, c'est une légende. Une légende des îles de la mer Méditerranée. On a changé de mer, mais c'est une île, la Sicile. Et en Sicile, il y avait des cyclopes. Et les cyclopes, en fait, la légende, on pense qu'elle est liée au registre paléontologique. Il y a là-bas des crânes d'éléphants. Mais des éléphants de même, parce qu'un crâne d'éléphant, c'est énorme. Et un crâne d'éléphant, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a un énorme trou au milieu. La fosse nasale qui va déboucher sur la trompe. Avec un énorme crâne avec un énorme trou au milieu. Et
Et en fait, c'était énorme pour un homme, mais c'était tout petit pour un éléphant. Et donc, les espèces qui sont de grande taille, lorsqu'elles se retrouvent en contexte insulaire, elles ont tendance à devenir plus petites, éléphants, hippopotames. Et les espèces qui sont petites, elles ont tendance à devenir géantes. Le solénodon que je vous ai montré tout à l'heure, le mammifère venimeux de Cuba, c'est un géant. Il fait 20 cm. Parce que toutes les autres espèces sont de quelques centimètres uniquement. Et donc ces évolutions-là, elles sont connues, mais ça c'est très local. Et ce qui fait le caractère insulaire, c'est ce qui déclenche également l'endémisme qui caractérise la biodiversité de la Caraïbe. Vous pouvez nous dire comment il est venimeux par sa trempe ou par sa... Je ne connais pas. Vous savez pas. Je sais qu'il est venimeux, mais je ne connais pas. Je ne suis pas biologiste, n'oubliez pas. Donc lui, on le retrouve aussi en Amérique du Sud, c'est ça? Le solénodon? Non, Oui. lui c'est en Amérique du Nord. Du Nord. Oui. D'accord. Ah oui, donc il est bien arrivé. Oui. Et il est toujours existant Il est à l'heure toujours actuelle, existant. en Amérique du Nord. Et si vous cherchez solénodon sur Google, vous allez voir, il y a des vidéos, il y a tout un tas de choses. Justement, à propos de tout ça, vous disiez qu'il y avait a priori que des espèces que l'on retrouvait dans les Antilles, que l'on pouvait aussi retrouver en Amérique du Sud, pas en Amérique du Nord. Et justement, il y avait un ou deux exemples en tout début de Bien sûr. conférence. La majorité des espèces qu'on trouve dans la Caraïbe proviennent d'Amérique du Sud, mais pas la totalité. Autrement dit, il ne faut pas imaginer, c'est pour ça que la théorie du Garlandia, on sait qu'elle est fausse quelque part, mais elle est juste aussi quelque part. C'est-à-dire que la majorité des espèces viennent d'Amérique du Sud, mais il a fallu aussi faire venir des espèces d'Amérique du Nord, par la Floride, par l'Amérique centrale, je ne sais où, mais l'histoire n'est pas si simple qu'il y ait eu juste une communication avec l'Amérique du Sud. Mais en revanche, ce qui a façonné la biodiversité actuelle de la Caraïbe, c'est principalement la biodiversité en Amérique du Sud. Question sur Coco, depuis que vous avez fait, depuis que Gilles a découvert Oui. ce fameux rat géant, est-ce que c'est un îlet protégé maintenant? Est-ce que vous allez enlever tout ce que vous avez trouvé? Ah non. Je vous ai bien dit, on a fait une mission de sauvetage, c'est-à-dire qu'on a pris ce qui allait être détruit par la nature, par la prochaine tempête, etc. Et donc, de fait, c'est un gisement qui existe encore, qui est connu, qui a été inventé, c'est le mot exact, par Gilles. Et très sincèrement, c'est quelque chose qui mériterait, de mon point de vue, d'être valorisé, puisque c'est unique. À l'époque, Anguilla avait pour objectif, le gouvernement d'Anguilla avait pour objectif de mettre en valeur Ambirisa chez eux aussi, puisqu'il existait, et ça ne s'est pas fait. Mais ici, sur le territoire national français, c'est l'unique endroit. Saint-Martin, ça a disparu, et véritablement, c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à valoriser par faire des posters en expliquant, en montrant ce qui a été trouvé comme ossement, même si on n'a pas un squelette entier, etc. Et de fait, c'est un petit peu, moi, en France métropolitaine, vous connaissez peut-être la région de Digne, il y a ce qu'on appelle une réserve géologique. Et ce sont des endroits qui méritent d'être protégés parce que même s'il ne reste pas beaucoup de fossiles ou s'il ne reste pas... il faut les garder parce que c'est la dernière trace qu'on va avoir. Et vous, dans votre rapport, vous allez indiquer que ça mériterait d'être protégé, etc. Parce qu'en fait, dans le futur, il y a des gens qui sont un peu fabuleux et, sur l'île et parfois ils arrivent avec des projets un peu particuliers et que dans le futur, si le rat n'avait pas existé, donc merci Gilles, on aurait pu peut-être voir des éoliennes pousser sur l'île des Coco. Bien que ce n'est pas une île où il y a plus de vent, je ne crois pas. Voilà. Et si on demande effectivement de rédiger un rapport pour expliquer ce qu'il y a là, et ô combien nous, scientifiques, pensons que ça mérite d'être protégé et mis en valeur, on le fera. Mais j'ai aucun pouvoir politique, je ne suis pas de Saint-Marc, je suis pas... Mais non, donc je n'ai pas de rapport en ce sens-là à rédiger. C'est vrai que ce que vous avez suggéré de le mettre en valeur avec des panneaux explicatifs, etc., comme une fois il y a un géant et que ça fait partie du projet Garant. Donc oui, c'est un peu citoyen de faire une continuité en fait. Dans le cadre de mon projet, moi ce que je peux faire, c'est fournir du matériel, typiquement, puisque moi je m'intéresse beaucoup à la transmission de ce que je fais pour le grand public, mais moi je m'intéresse beaucoup aux scolaires, les enfants des écoles, des collèges et des lycées, ou aux enseignants qui enseignent à ces enfants-là. Et là je suis en train de préparer un dessin animé qui raconte l'histoire d'Ambirisa de manière humoristique et
qui permet de parler de substitution tout en rigolant. Je vous ai pas beaucoup fait rire ce soir, j'espère que vous avez intéressé un peu, mais là on a fait un dessin animé pour faire rire les enfants et pour les intéresser à ce qui est la géologie, la paléontologie et la biologie. Donc vous voyez, ce genre de choses, nous on les mettra à disposition de qui nous le demande. Après, si ça sert une cause ou une autre, bienvenue à vous. Sans aller à Digne, dans les Alpes, il y a une réserve géologique sur l'île de la Désirade, par exemple. C'est vrai. La pointe est de la Désirade, elle est protégée puisque c'est le seul endroit de la plaque caraïbe où on voit en fait ce qui est supposé être sous l'eau. Donc les roches les plus anciennes de la Caraïbe, elles sont à la surface, à la Désirade. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, je pense qu'il y a des associations qui se sont battues justement pour faire reconnaître, avec le soutien des scientifiques, le caractère exceptionnel de ces roches. Et ça a débouché sur la mise en place d'une réserve géologique. Elles sont en haut du plateau, à la Désirade? Pardon ? Elles sont en haut du Non, plateau? justement, c'est le sous-basement du plateau. C'est les roches les plus sombres. Et la réserve géologique, elle a à la pointe la plus est, là où il y a la station météo, le phare. Et enfin, c'est un endroit magique, comme les cocos. Et une réserve géologique, c'est un endroit où on ne peut pas prélever. C'est-à-dire, on peut aller s'y balader, on peut profiter des roches, les découvrir, mais on ne peut pas prélever. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la Désirade, ces roches remarquables soient là encore pour les générations futures. Et ici, pourquoi pas, en Bélisa et l'île des Cocos, qui puissent être visités par ceux qui auront envie de découvrir la nature. En Guadeloupe, la réserve elle est gérée par une association et ils font aussi beaucoup de communication. Ils essayent de faire des petites plaquettes, d'informer sur le caractère exceptionnel de la réserve. Vous avez le nom de cette association? Petite terre entière. Merci bien. Merci à vous.